Bon, bonjour tout le monde. Là, nous sommes en direct et peut-être que vous regarderez cette rediff du podcast ou que vous l'écouterez. En tout cas, on a vu qu'il y a quelques gens qui commencent à nous regarder sur YouTube, donc bonne chose. Abonnez-vous à la chaîne, hein. Mais que dis-je? Je suis très grossier. Bonsoir, mon cher Alain. Bonsoir mon cher Guillaume, bonsoir à tous nos auditeurs et spectateurs sur tous les plateformes et réseaux sociaux de France et de Navarre. Que nous sommes ravis, comme d'habitude, de retrouver. Pour un sujet un petit peu particulier aujourd'hui, car on en parle souvent, mais jamais directement, et bien ce sont les influences asiatique, kung-fu et ninja dans les comics, et pas que dans les comics d'ailleurs, et au cinéma. Cinéma qui a d'ailleurs notamment été influencé par le comic book, ça on le sait tous, et inversement. Donc on retrouve tout ça un petit peu partout. Et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui sur un sujet qui a été grandement travaillé par Alain. Donc eh ben, pour attaquer, moi j'aurais envie de te demander Alain, c'est par exemple, quel est le premier manga, toi, qui t'a marqué? Alors le premier manga qui m'a marqué, c'est Apple Seed de Masamune Shirow, que j'ai dû lire quand j'avais 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Enfin, ça paraissait en feuilleton dans le magazine Kamea. Et j'avoue que j'ai été assez scotché sur ce manga, très cyberpunk, euh, sur, c'est sur une terre presque post-apocalyptique, puisque du coup il y a eu une troisième guerre mondiale, et du coup on suit les pérégrinations d'une jeune femme, de Nanette, et de son compagnon, un cyborg, et en fait ils sont recrutés par une espèce de ville utopique, Olympus, qui essaie de reconstruire le monde de façon plus pacifique. Et j'avoue que j'ai été assez scotché par ce manga qui, voilà, avec plein de thèmes de science-fiction et qui en plus, voilà, était assez réaliste. Et du coup, Masamune Shirow, on le sait, a ensuite fait un chef-d'œuvre, Ghost in the Shell. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense que c'est ma plus grosse claque manga, c'est Apple Seed. À Ghost in the Shell, on le trouve facilement encore Apple Seed, je ne sais pas. Alors, Apple Seed, non, c'est plus Ouais, c'est réédité. ce que je me Ghost in the disais. Shell, oui, c'est encore édité chez Glénat. Ouais, Glénat, oui. Ouais, voilà, Ils ont tous les qui gros ils ont trucs. d'ailleurs refait une nouvelle édition qui s'appelle Perfect Edition, puisque ça a été retraduit, remis dans le sens de lecture japonais, ce qui n'était pas le cas des premières éditions. Et Ah, les Perfect Editions de Glénat, ça en ce moment, ils sont très à la mode là-dessus, hein. Ils ont fait plein de vieux Booronson, tout un tas de trucs comme ça. Il y a Sanctuary, ils ont ressorti Crying Freeman, dont on va peut-être parler d'ailleurs. C'est la mode en ce moment. Et ils ressortent aussi tous les trous de mémoire sur l'instant, là. c'est Merde. moche, c'est moche. City Hunter, City Hunter. C'est Tienta, Nicky Ouais, Larson pour ceux qui... oui. Avec ces méchants totalement débiles, très fidèles à la version japonaise. Donc, ouais, donc effectivement, par contre, effectivement, Apple Seal n'a jamais fait l'objet d'une parfaite édition. Glénat, si vous nous entendez, Oui, n'hésitez pas. oui, oui, on sait jamais. Donc, Ça, on sait jamais, hein. Ça peut toujours arriver. ah bah ouais, du coup, Masamune Shirow, c'est pas le perdreau de l'année, hein, c'est vraiment quelqu'un de très connu, donc il n'y a pas de raison qu'il ne se lance pas effectivement dans un Perfect Edition, d'autant que je crois qu'aux États-Unis, Apple Seed va faire aussi l'objet d'une réédition. Donc, tout espoir n'est pas à écarter. Ah, bah oui, oui, on sait jamais, hein. Tout est possible. Un petit coucou à Kylian et Younes là, qui sont sur le chat. Merci à eux de nous rejoindre. Eh ben, coucou à eux. Ça commence à des gens sur le chat. Alors, Ok.
Bah, du coup, on peut commencer peut-être à Ouais, faire notre petit historique ouais, attaquons. des On a influences décidé de asiatiques. vous parler de ça notamment parce que on avait parlé de Blade il y a quelques émissions, puis c'est vrai qu'on se posait la question des influences asiatiques, voilà, parce que c'était à cette époque, on a notamment eu Donnie Yen qui était arrivé à Hollywood. Bon, il y a eu des précédents dont on va reparler, mais donc qui a joué dans un chef-d'œuvre, hein, vraiment un grand film du 7e, un chef-d'œuvre du 7e art, que dis-je, Highlander Endgame, le plus grand film de tous les temps. Faut vraiment que j'arrête de faire des trucs comme ça. Tu trolls, Guillaume, tu trolls. Oui, je troll. Mais C'est moche. les chorégraphies de combat sont pas mal parce que il y a Donnie Yen, voilà. Et il a fait la même chose sur Blade 2 où il avait un rôle un tout petit peu, là, un tout petit peu comme ça, plus consistant. Voilà, ouais, ça fait partie un peu du melting pot fin des années 90, début 2000. Et du coup, effectivement, ben, on va en reparler, effectivement. La fin de la Euh, vague hongkongaise, en fait, à Hollywood. c'est ça, voilà, tout à fait. Mais Bah, bon, pourtant, en plus, on va dire que l'histoire entre les comics et l'Asie, c'était pas forcément gagné d'avance. En tout cas, on partait de loin, puisque vous vous en doutez sûrement, dans les années 40, quand les comics ont été créés, les comics de super-héros en tout cas, le Japon n'était pas en odeur de sainteté, puisque les États-Unis étaient en guerre contre eux. Ce qui nous valait quand même des histoires raciste, notamment complètement racistes, Superman. voilà. Superman qui casse du japonais avec des dents de lapin. Ah Voilà. oui, non, non, c'est ça, oui, tout à fait. Dans Faut les revoir comics, ça. dans le dessin animé aussi des frères Fleischer, c'est pareil, on a aussi Là, pas là, mal. oui, oui, je les avais en VHS quand j'étais petit, je regardais ça, je comprenais pas trop. J'ai Bah oui, oui, compris mais après. du coup, on savait bien qu'ils étaient méchants en tout cas. Et donc, effectivement, bon, bah après, du coup, la guerre s'est terminée avec les conséquences qu'on sait aussi, notamment avec le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était franchement pas une histoire gagnée d'avance. Pourtant, petit à petit, le Japon va renaître un peu de ses De cendres, si ses j'ose dire. cendres, littéralement. Voilà, et va aussi petit à petit commencer à s'ouvrir au monde et à diffuser ses productions. Euh, alors bon, on va évidemment pas passer à côté du nom de Osamu Tezuka, hein. Évidemment, grand pape du manga japonais. Voilà, s'il y a un, un double à Jack Kirby aux États-Unis, enfin au Japon, et à Hergé en Europe, c'est Osamu Tezuka assurément au Japon. Et aux États-Unis, il va se faire connaître surtout par le dessin animé Astro Boy, hein, Astro le petit robot. Ça sera aux alentours des années 60, 63 même. Astro Boy, qui à l'époque est en noir et blanc, hein, c'est pas le dessin animé que l'on connaît nous en couleur, mais c'est une autre série animée en noir et blanc qui sera diffusée sur NBC aux USA. Ce qui vaudra des adaptations en comics, qui seront sans doute les premières adaptations de manga ou enfin de personnages japonais en tout cas aux États-Unis. Or, chez l'éditeur Golki, donc, qui produira deux numéros, Astro Boy numéro 1 et March of Comics 285 en 65 et en 66. Alors assez nébuleuse hein, comme production. A priori, ça doit être des dessins repris du dessin animé, plus ou moins repris par des dessinateurs américains. Enfin voilà, c'est pas très très net comme production. Oui, oui. Des choses qui continuent d'ailleurs au Japon. On fait des screenshots de films pour en faire des mangas, ce qui est absolument indigent. Voilà, voilà. Bah, là, on est plus effectivement sur une espèce de copie de dessin du dessin animé, avec des histoires qui n'ont pas forcément à voir avec les histoires de Osamu Tezuka. Cela dit, on continue quand même un peu, puisque on va avoir une autre figure asiatique qui va s'imposer aux États-Unis, qui s'appelle Bruce Lee. Qui elle est bien réelle et bien vivante, puisque dès 1966, cet acteur va se faire connaître dans la série Le Frelon Vert, où il joue Kato, Kato, ouais, voilà le le, valet psych- du frelon le vert. valet du Frelon Vert, le sidekick du Frelon Vert, et Bruce Lee va carrément voler la vedette à Van Williams,
puisqu'il Et a il avait, entre autres, comme il y a eu un crossover avec la série Batman de l'époque, il avait démonté l'acteur qui jouait Robin dans un épisode. ça ne Bon, m'étonne ce pas que du vous tout. voyez dans Once Upon a Time in Hollywood, en fait, vous prenez Chris Booth, mais vous mettez Bruce Lee à la place, c'est lui qui faisait ça au cascadeur. Et aux autres acteurs, d'ailleurs, le salaud. Voilà, bah, c'est effectivement, bah, on est Bruce Lee, effectivement, c'est un acteur martial, hein, enfin un artiste martial à la base. Donc effectivement, comparé aux acteurs un peu ventripotents américains de l'époque, on est, euh, on est sur un tout autre niveau au niveau de l'action et de la bagarre. Donc, euh, donc Bruce Lee va se faire connaître à cette époque-là, donc en 66, mais du coup, ça va continuer puisqu'il va petit à petit faire plutôt une grosse carrière à Hong Kong déjà. Oui, oui, dès qu'il est reparti à Hong Kong, sa carrière a vraiment explosé. Voilà, c'est ça. Alors Il on avait aura le eu un droit. rôle, il avait eu un rôle important, par contre, dans une adaptation de Chandler, je sais plus laquelle c'est, mais il avait eu un rôle assez important dans une adaptation de Chandler, fin des années 60, début 70. Je te laisse continuer, attends, je vais retrouver ça parce que du Ouais, coup, ouais, pas de souci, ouais. ça me Euh, titille. ouais, ouais, bah ouais, ok, pas de souci. Euh, donc du coup, oui, effectivement, il va partir à Hong Kong où il va travailler plutôt avec les studios de la Golden Harvest. Et là, ça va être une véritable déferlante, hein, puisqu'on va avoir pas mal de films comme The Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon, qui sera un des premiers films produits à la fois par un studio hongkongais et à la fois par un studio américain qui est la Warner. Euh, c'est vraiment le lancement de toute une vague comme ça de films hongkongais, de films d'arts martiaux, qui vont avant littéralement faire exploser le box-office américain, qui vont remplacer plus ou moins les films, les western spaghetti italiens qu'on avait à l'époque, qu'on voyait dans les cinémas de quartier, les cinémas de boulevard ou dans les cinémas en plein air aux États-Unis. Donc les films pas chers qu'on voyait voilà, dans toutes ces salles-là, dans toutes ces salles un peu confidentielles. Donc en tout cas, ça va être un véritable succès et ça va permettre bah, de montrer pas mal de nouveaux films, notamment, les sagas des Baby Cart, aussi au Oui. Japon. Et je viens de Euh, retrouver le titre du film vite fait, donc c'était La valse détruant en VF, donc Marlowe en VO, ils se sont vraiment pas fait chier. Avec James Garner donc qui joue le rôle de Philippe Marlowe et donc Bruce Lee qui joue le client. Voilà. d'accord, 1969. d'accord. C'est pas 69, connu, oui, effectivement. Donc c'est c'était pas son, avant ouais, qu'il parte, avant qu'il ouais, parte c'est pas à son Hong Kong. second rôle le plus connu, hein, vraiment pas. Hmm. Donc, bah, voilà, donc c'est l'époque bah, où on en parlait il n'y a pas si longtemps, du fameux duel notamment contre Chuck Norris. Euh, assez, Dont j'avais mis un extrait dans la dernière émission avec assez, les poils. c'est ça, voilà. Assez mythique. Donc, bah, faut être honnête aussi, c'est que ces films vont ouvrir quand même la voie à une certaine représentation un peu différente de filmer les scènes d'action. Jusqu'ici, bah, on avait les films policiers ou les westerns où les héros étaient plutôt statiques, à la rigueur ils faisaient le coup de poing, voilà. Mais Ils là, on étaient raides arrive quand comme des même, piquets. Ouais. voilà. Là, on arrive quand même à des films où des actions où bah, les acteurs, ben, ils bougent vite, ils bougent rapidement, ils donnent des coups de poing, des coups de pied, ils sautent. Voilà, ils sont souvent torse nu. Donc, on a vraiment une autre représentation du corps, une autre représentation du physique. Mm. Qui est... Et ça va En fait, ces particulièrement films, marquer et le cinéma et la bande dessinée américaine. ce qui est drôle, c'est que c'est un petit peu à cette époque-là aussi que le culturisme, ça a commencé à un petit peu se démocratiser. Donc effectivement, montrer des corps comme ça, c'était déjà un peu plus à la mode et ils étaient moins puritains là-dessus. Donc, montrer des mecs baraqués, bon, entre ce qu'on entend par baraqué à l'époque et aujourd'hui, bon, ça a bien changé, en mal, je dirais d'ailleurs.
Mais ça se faisait, on voyait des choses vraiment impressionnantes. Hein. Je crois que le plus impressionnant à l'époque, c'était l'acteur Clint Walker, qui était vraiment qui était un monstre. Hein. Fallait voir en plus la salle de sport qu'il avait chez lui. Le type était vraiment impressionnant et physiquement, voilà. C'était. Il jouait dans les Mystères de l'Ouest d'ailleurs, je crois. Je dis Possible. pas. Ça me dit rien du Ouais, tout il faisait pour le ses coup, mais cascades lui-même. Enfin, le mec, c'était vraiment un monstre. Hein. Il était baraqué comme c'est pas permis et il faisait ses cascades et il a déjà failli se tuer plusieurs fois sur le tournage. Hein. Donc, c'est tout un ensemble aussi. C'est vrai qu'on retient beaucoup Bruce Lee, et à juste titre, mais il y a eu d'autres choses à côté. oui, mais du coup, il y a eu plein d'acteurs aussi martiaux qui ont fait leur apparition à ce moment-là. Et du coup aussi des acteurs japonais aussi, puisque comme je le disais, on a eu la saga des BB-4 qui était plutôt du coup une histoire de samouraï, hein. Samouraï qui se promenait avec un landau avec son jeune fils de 1 an et qui a donné lieu à plusieurs films. On en reparlera au fur et à mesure de cette chronique. En parallèle aussi, il va y avoir aussi un mouvement dans les comics qui est assez important, c'est celui de ce qu'on avait appelé la vague philippine. Au début des années 70, on va avoir un dessinateur qui s'appelle Tony de Zuniga qui a immigré, Excellent dessinateur ouais, d'ailleurs, qui a dont immigré on aux a déjà États-Unis, à New parlé en York. plus. Ouais. Mm. Et qui commence à travailler pour DC Comics à New York et qui dessine pas mal d'histoires d'horreur, de western, tout ça, comme pouvait en faire DC à l'appel à cette époque-là. Et justement, pour remplir tous ces sommaires, DC a besoin de dessinateurs assez rapides et assez productifs. Du coup, de Zuniga, on parle à ses éditeurs, c'est-à-dire Joe Orlando et Carmine Infantino, en disant écoutez, dans mon pays, il y a plein de dessinateurs, j'en connais plein, dont notamment mes professeurs, qui sont rapides et qui sont pas chers et qui pouvaient recruter. Les 3 vont donc partir aux Philippines et ils vont donc carrément recruter une dizaine de dessinateurs qui vont pouvoir faire travailler. Et c'est des gens qui vont rester dans l'histoire des comics, hein, puisqu'on va avoir Alfredo Alcala, Nestor Redondo, qui sont du coup les fameux professeurs de Tony de Zuniga. Et on aura également Alex Nino, Jerry Talaoc, Ernie Chan ou Romeo Tangal, qui encrera très longtemps George Perez sur les New Teen Titans. Donc c'est toute cette vague-là d'artistes qui vont ou travailler depuis les Philippines pour livrer aux États-Unis, ou qui vont carrément immigrer aux États-Unis et qui vont faire carrière dans les comics, tout simplement. D'ailleurs, Tony de Zuniga, qui a été très connu dans les années 70 pour avoir fait des histoires du Punisher qui étaient à un niveau au-dessus, en noir et blanc d'ailleurs, de ce qui se faisait à côté chez Marvel. Hein. Enfin, c'est notamment lui qui a pas mal introduit le côté James Bond dont je parlais, je crois, la dernière fois, ou encore celle d'avant, dans le Punisher. Avec l'espèce de base un petit peu secrète des mafieux là sur une île. Voilà, ça c'est du Tony de Zuniga par exemple. Voilà. Et Tony de Zuniga aussi qui a co-créé le cowboy de DC, Jonah Hex. Voilà. Ceux qui ont vu le film se souviendront. Oui. Le film Jonah Hex, non merci, on va éviter. Chez Marvel, par contre, on va pas recruter de dessinateurs, mais par contre, on va surfer sur la vague de tous les films d'arts martiaux dont on vient de parler. Et on va commencer à créer pas mal de personnages adeptes d'arts martiaux. Et ça commence dès 1973 avec la création de Shang-Chi, qui est carrément un décalque de Bruce Lee, hein, faut être très honnête. Donc Shang-Chi qui est alors il est crédité comme Master of Kung Fu, hein, donc maître du Kung Fu. Il est créé par Steven Gellert et Jim Starlin. Alors il y a une petite histoire un peu rigolote derrière ça, c'est puisque Shang-Chi est créé en base d'ennemis, de fils de Fu Manchu, qui est en fait le héros de romans populaires Raciste. Magnifiquement interprété par Nicolas Cage dans une bande-annonce de Rob Zombie. And Nicolas Cage as Fu Manchu. I wanted Cinnabar. Cinnabar! To my liking! This
my business! C'était il y a 20 ans déjà, ça. Voilà. J'étais au lycée quand j'ai vu ça. Tout le monde était plié en deux quand on l'a vu. On s'est dit, il faut trop qu'ils fassent le film. Ils l'ont jamais fait. Ah oui, des fois les bonnes idées se perdent. Donc effectivement, ça part d'une adaptation des romans de Sax Rohmer, hein, où Fu Manchu est une espèce de maître asiatique qui veut conquérir le monde. Non, c'est complètement, c'est très James Bondesque, hein, justement. Oui. C'est très livre des films d'espionnage et tout ça. Et Docteur No, Fu Manchu. C'est ça, voilà, c'est la même exactement la chose, hein. même. En plus, il y a des allusions douteuses sur la sexualité du personnage dans les bouquins. Évidemment, il est asiatique, Fu Manchu, et le Docteur No aussi, donc bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bref. Shang-Chi est créé à ce moment-là, dans ce cadre-là, ce qui va poser quelques problèmes par la suite, puisque après Marvel n'aura plus le droit de parler de Fu Manchu, puisqu'ils n'auront plus les droits des romans de Sax Rohmer. C'est pas une mauvaise chose. Ben voilà, du coup, il se retrouve avec un personnage qui n'a pas vraiment d'origine par la suite. On continue, il y aura aussi un magazine qui s'appellera Deadly Hands of Kung Fu, magazine en noir et blanc, pareil avec Shang-Chi et tout ça. Et on aura aussi la création de Iron Fist, en 1974 par Roy Thomas et Jill Kane. Là, pour le coup, c'est un blondinet bien blanc, bien pimpant, qui se retrouve coincé au fin fond de l'Himalaya, dans une cité mystique, et qui revient à l'Occident, nanti de connaissances en arts martiaux et d'un point de fer. C'est-à-dire que quand il se concentre très très fort, son poing devient en feu et peut tout casser. Donc, ce personnage aura quand même une certaine popularité, puisqu'il aura même le droit à sa série télévisée. Sa propre série télé. Et voilà. Il doit revenir dans la saison 3 de Born Again l'année prochaine, je crois. C'est ça, oui. Je crois, effectivement. Oui, mais il va revenir. En tout cas, il a eu le droit à sa série sur Netflix, et il sera apparu aussi dans la série des Defenders. Oui. Et ça fait le lien tout ça avec le cinéma, parce que à la même époque, je vais vous retrouver ça, c'est quelque part, c'est ici. Eh bien, Hollywood, comme les rédactions, les maisons de comics et les rédacteurs s'intéressaient tous aussi à ce qui se faisait en Asie, quand même, Bruce Lee, ça n'a pas laissé que des traces en Hong Kong, étant donné qu'aux États-Unis, ils ont commencé à faire des films qui s'inspiraient de ça. Bon, évidemment, ils n'ont pas vraiment lorgné sur les faux Bruce Lee, et Chuck Norris n'est pas arrivé tout de suite, mais il y avait des réalisateurs prestigieux comme Sam Peckinpah qui ont décidé, enfin ils n'ont pas décidé, c'était plutôt les studios qui ont décidé de lui coller des ninjas dans son film. Donc The Killer Elite, film d'espionnage vraiment chouette, donc avec James Caan qui joue un espion qui est handicapé parce qu'il a été trahi par son meilleur ami, son frère Robert Duval. Et Robert Duval dans un rôle de salaud, ça c'était assez rare quand même. Et il faut le signaler. Mike Locken and George Hansen are friends. They share just about everything. Hey, give me $100. Yeah, but what can you do with this stuff now? It's monopoly money. The same apartment. Here's a shower and shave, man. Here's your juice. You can shower there. The same women. What do you think of that little chick you just left in bed? Very nice. They even share the same job. They work for the CIA. They're part of the killer elite. James Caan and Robert Duvall in Sam Peckinpah's The Killer Elite. Et ce film, il est vraiment très particulier parce que Sam Peckinpah, c'est-à-dire du début du tournage jusqu'à la fin du tournage et même après, il sniffait de la coke matin, midi et soir. Donc, autant dire que le film, c'est complètement pété du casque. Il se passe des trucs, on comprend rien du tout, des personnages font des choses, on sait pas pourquoi. D'un coup, il y a des ninjas qui apparaissent pour se castagner avec d'autres ninjas. Au milieu, il y a nos personnages qui sont là, qui essayent de se défendre. On sait pas quels ninjas ils sont, pas tout le monde se fait tuer, enfin, c'est n'importe quoi le film. Mais qu'est-ce que c'est fun! C'est vraiment marrant. Et au milieu de ça, il y a un film d'espionnage vraiment bien, plutôt bien ficelé, mais qui par
complètement, et je cache pas mes mots, en couille à la fin parce que Peckinpah était raide défoncé, quoi. En permanence. Puis je pense que James Caan aussi, vu qu'il avait l'habitude un peu dans les années 70 de mettre le pif dans la chenouf, donc visiblement tout le monde était sous coke là-dedans. Oui, il y a des grandes chances, effectivement. Donc, Sinon, à en tout redécouvrir un The Killer Elite. Hein. Je sais pas si c'est encore édité, mais Peckinpah, oui, sûrement qu'il doit être édité encore. Mais en tout cas, c'est un film qui aura une certaine progéniture, on va le voir aussi. Comme on l'a dit, hein, effectivement, plein de personnages comme ça. Alors, je vous ai pas la liste, hein, mais autour de Iron Fist, il y aura Colin Wing, Misty Knight, enfin les Daughters of the Dragon. Enfin, plein de personnages comme ça. White Tiger aussi, qui a été vu dans la série Daredevil Born Again. Plein de personnages comme ça, adeptes des arts martiaux, qui vont apparaître comme ça pendant les années 70. À la télévision, c'est toujours pareil, on voit aussi quand même arriver pas mal de dessins animés japonais. Alors dans des conditions un peu bizarroïdes, hein, puisque généralement les producteurs américains rachètent des dessins animés japonais pour les redoubler. Alors des fois ça fait des packs, des fois ils créent des séries à partir de 3 séries animées. ouais. Ayant en tête que les mecs, ils étaient chargés de doubler, de traduire, ils parlaient pas un mot de japonais. Hein. C'est ça, voilà, et ils essaient de deviner un peu l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour avoir un... Enfin voilà, c'est assez particulier comme fonctionnement. Donc on aura quand même aux États-Unis des trucs comme Mazinger Z hein, de Go Nagai, qui est une espèce de proto-Goldorak. On aura aussi Battle of the Planets, alors que c'est pareil, hein, qui est tiré d'une série qui s'appelait Science Ninja Team Gatchaman, que série japonaise à la base. Et donc on aura ainsi pas mal de choses comme ça à la télé américaine. Ça continue aussi puisque chez Marvel, on aura aussi un truc assez particulier qui s'appelle Shogun Warriors, et qui est en fait une série créée par Doug Moench et Eric Trimpe, qui est créée à partir d'une ligne de jouets de Mattel, qui s'appelle Shogun Warriors. Et en fait, ce sont des robots géants qui sont tirés d'une autre ligne de jouets japonaise, celle-ci, que Mattel a récupérée, et qui présente en fait les robots géants de plusieurs programmes animés japonais. Donc ils ont essayé de rassembler tout ça et de faire une histoire un peu qui se tienne en fait avec tous ces robots géants en fait, qui ont fait cette série qui aura quand même 20 numéros. Hein, en partant d'un truc qui n'a à la base ni queue ni tête. Rappelle-toi, Cédric avait parlé des Micronautes. Comme quoi, bon, on retrouve toujours des origines à tout ça. Hein, les adaptations, de jouets, c'est pas nouveau. Non. Produits dérivés, ça existe depuis... Enfin, le produit dérivé à ce niveau, vraiment, la date qu'il faut retenir, bon, on pourrait dire Star Wars, mais en fait, c'est pas Star Wars, c'est Opération Tonnerre, le 4e James Bond, où là, ça a vraiment commencé. C'est vraiment à partir de là qu'on s'est mis à faire du produit dérivé, à l'exploiter de cette façon. Donc, il y a eu James Bond, il y a eu la planète des singes. Oui, parce qu'il y a eu la planète des singes. Et après la planète des singes, il y a eu Star Wars. Là, vraiment, Lucas a transformé le truc. Mais il n'a rien inventé non plus. Il a perfectionné quelque chose. C'est pas après, là aussi, on a parlé d'un autre truc aussi, c'est que voilà, on partait de trucs que les gens ne connaissaient pas à la base, franchises que les gens ne connaissaient absolument pas à la base, qui avaient été piqués carrément au Japon, quoi, où on avait acheté les droits et pour essayer d'en faire quelque chose qui parle au public américain, sans que ceux-ci sachent d'où ça venait, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça qui est assez marrant. 79, c'est une date à marquer aussi, puisque c'est l'année où débarque Frank Miller sur Daredevil. Et là, s'il y a un dessinateur américain, enfin un artiste américain qui a vraiment imposé le style asiatique, le style japonais aux comics, c'est bien Frank Miller. Puisque Miller, lui, il a été biberonné à Baby Cart, à Lone Wolf, enfin qui s'appelait Lone Wolf and Cub. Miller, un mec qui fréquentait les salles de cinéma d'exploitation à New York, là où on diffusait tous ces films-là. Voilà, tous les Akira. Encore une fois, ça vient pas de nulle part. Ouais, tous les Akira Kurosawa, les 7 samouraïs, toutes les choses comme ça. Donc il a vraiment été bercé et biberonné par toute cette culture.
Et du coup, eh bien, dès qu'il arrive sur Daredevil, alors d'abord comme dessinateur, puis ensuite comme scénariste, il va vraiment imposer toute cette esthétique à la série. Alors, il va même la mélanger à une autre esthétique qui est vraiment l'esthétique polar, film noir, puisqu'il est aussi adepte de tout ça. Donc, il va mélanger ça, voilà, à l'apparition d'Electra, hein, aussi déjà, femme ninja, dont on ne sait pas trop si elle est alliée ou ennemie de Daredevil. Ouais, Donc, on c'est aura ambigu, ouais. la secte de la main, de The End aussi, qui apparaît. Des Steve- ninjas encore. Des ninjas, voilà, ouais. Et à partir de là, on en verra partout dans les Attention, comics. c'est redondant. Depuis à peu près 75, il y a des ninjas partout dans les films, Voilà. et les années 80, ça va être un foutoir sans nom. C'est Et ça. même, Ouais, il y a des ninjas robots de Robocop 3. c'est vrai. Les années 80 vont être terribles pour ça. Ah oui, les ninjas. En fait, là, par exemple, là, on a les jeunes là, qui sont dans le chat à jouer, à vous raconter n'importe quoi, mais bon, écoutez, vous n'avez pas l'habitude. La génération d'Alain et la mienne, on a vu des ninjas partout au cinéma, à la télé, dans les dessins animés, donc c'est un peu une surdose, quoi. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Il y en aura De partout. toutes les couleurs. Et de toutes les Des couleurs. rouges, des jaunes, des bleus, des blancs, des noirs. Voilà, des Des moustachus. drapeaux américains aussi. Voilà, des ouais. drapeaux américains ninja. Donc voilà, On Frank troll Miller pas, va en avoir plus, une vraie influence là-dessus. Donc maintenant, avec tout ce run sur Daredevil qui va se terminer par évidemment la mort d'Electra. Tué par Bullseye d'un tué coup par Bullseye, voilà. de poignard dans le ventre. Voilà, en 1982. C'est l'époque aussi, effectivement, où, comme tu le disais, on redécouvre, notamment à travers les vidéoclubs, on redécouvre beaucoup de films japonais. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, les 7 samouraïs, tous les films d'Akira Kurosawa, les Baby Cart. Et qui vont aboutir à la création d'œuvres originales à Hollywood avec les stars, enfin qui étaient plutôt à cette époque les anciennes stars du cinéma japonais comme Toshiro Mifune, avec notamment des films comme celui-ci, The Challenge à armes égales de John Frankenheimer, qui est quand même un grand réalisateur, alors qu'il a vécu une très très longue partie de sa vie en France. C'est un amoureux de la France. C'est notamment pour la raison pour laquelle il a tourné Ronin dans les années 90 avec De Niro et Jean Reno. Ronin, pas besoin de vous faire un dessin par rapport au titre, mais au début des années 80, il a fait ce film donc, qui se passe au Japon, où Scott Glenn, le personnage de Scott Glenn, c'est un boxeur un peu lessivé, il doit livrer un katana à un clan un peu bizarre, c'est une organisation criminelle, on le voit tout de suite, et les choses se passent pas forcément très bien, il se retrouve bloqué là-bas. He's an American. He's 5,000 miles from home, caught in a war between two brothers in The Challenge. Do you recognize this? This is the brother of the sword I want. Where is it? Mr. Hideo, it's chairman of the board here. When you go below them, you're looking for General Motors. Sword's the only thing Hideo wants that he doesn't own. This is a private war between ancient tradition and modern weapons. J'en dis pas plus. Et c'est vraiment un bon film d'action. Il y a des chorégraphies de combat qui sont vraiment assez excellentes pour un film américain de l'époque. Et d'ailleurs, on voit que ça a eu une influence par la suite, même si le film n'a pas été un carton en salle. Il a bien marché, hein, mais ça n'a pas été le succès planétaire non plus. Et puis, il y a beaucoup de films donc, qui ont été influencés par ça. Hein. Tous les films de ninja, c'est tiré de ça. Et mention quand même spéciale à la fin, parce qu'il y a une scène quand même hyper gore, avec une tête... Enfin, je vous en dis pas plus, mais il y a un truc vraiment très très gore, parce que le méchant se prend un... Bon, bref, non, je vais rien dire. Je vous laisserai voir le film, mais ça peut être assez sanglant. Hein. Frankenheimer, ça aurait pas été le dernier à jalouser Cronenberg. Hein. D'ailleurs, on se demande si même Cronenberg, il s'est pas inspiré de ça à un moment, parce que... Voilà, j'espère que ça donne un peu envie, voilà, si vous voulez voir des têtes qui explosent.
Mais voilà, il y a des réalisateurs voilà, hollywoodiens qui se sont inspirés de ça et qui sont allés chercher des gens comme Toshiro Mifune qui parlaient pas un mot d'anglais et qui avaient surtout pas envie d'apprendre l'anglais en plus. Puis ça le saoulait. Donc non, Coco, là, tu me réécris toutes mes lignes en japonais parce que je vais pas m'amuser à parler anglais. Et ça aboutit à des ovnis comme ça, voilà, que seuls les années 80 pouvaient Voilà. toucher. Faut pas oublier au plus que voilà, on est dans une période où c'est le miracle économique japonais. Hein. Les Japonais sont partout, notamment parce que il y a la VHS, les magnétoscopes. Ce qui me fait toujours penser à cette réplique fabuleuse dans Piège de cristal où tu as le patron japonais qui dit on a essayé Pearl Harbor, ça n'a pas marché, on a lancé le magnétoscope ouais. pour conquérir les États-Unis. Ouais, c'est au début du film, ouais. Et typiquement, on est complètement là-dedans. Donc, les États-Unis se prennent d'admiration et d'affection pour le Japon, ce qui amène plein de choses. Hein. On aura notamment la mini-série télé Shogun avec Richard Chamberlain, qui est tiré d'un roman de James Clavell, qui a été repris il n'y a pas très longtemps, qui a eu son remake il n'y a pas très longtemps. Je sais plus sur quelle plateforme d'ailleurs. Non, c'est pas Netflix. C'est sur Hulu, donc vous l'avez depuis sur Disney+, alors. C'est Disney+. C'est spécifiquement sur la sous-appli Hulu, parce que c'est sur Hulu TV. D'accord. Donc voilà, on aura plein de choses. Donc comme on le disait, avec les vidéoclubs, on aura aussi plein de séries B de direct to vidéo. JT avec Charles Bronson. Voilà, magnifique truc où, pour citer la VF, un citron pourri de l'intérieur agresse la fille de Charles Bronson. Un citron pourri de l'intérieur tripatouille ma fille et toi tu dis qu'il ne s'est rien passé. Voilà. La VF est magnifique. Vous avez des extraits. Il y a un moment absolument magique après qu'il ait dit ça. Il y a un garde japonais qui vient visiter la ville. Il est en pétard, il descend de la voiture. Qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous. Voilà. Et c'est notamment dans Kinjite que Charles Bronson sodomise un pédophile avec un godemiche. Et voilà. Je vais te montrer les plaisirs que tu fais subir à cette gamine. Non. Non. Bon, on sera peut-être strike pour la monétisation, mais c'est pas grave. Charles Bronson, toujours magnifique dans les années 80, voilà, un poète. C'était l'info inutile de Guillaume. En tout cas, ouais, donc effectivement, on aura plein de films comme ça, plein de ninjas, hein, plein de ninjas. De séries B à la con. Attention, on se moque. Là, on parle des trucs avec les clichés racistes, mais évidemment, il n'y a pas eu que ça. Non, voilà. Ouais. Il y a aussi eu beaucoup de c'est là qu'a commencé aussi qu'ils ont fait leur beurre chez nos amis de la Canon. Kinjite, film Canon, hein. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Donc, on avait l'implacable ninja de Menahem Golan, la fureur du juste aussi avec Chuck Norris. Oui, je m'en souviens de ce truc. Voilà, plein de trucs comme ça. Roger Corman aussi, grand producteur de films bis, qui sera à l'origine de l'arrivée de Galaxy Express 999 aux États-Unis. Faut quand même le faire. Donc Galaxy Express, c'est quand même un film d'animation de Leiji Matsumoto réalisé par Rintaro, qui sera quand même un des films les plus moteurs et les plus consacrés de l'animation japonaise. Daft Punk en fera beaucoup la promotion à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans leur clip, où on voyait carrément des extraits. Ouais. Ça date vraiment. Oui, ça date des années 90, début 2000. Ouais, je m'en souviens, c'est pour ça. Ouais, voilà. J'étais jeune, j'étais au collège. Donc, ce film datait d'encore plus tôt, puisqu'il datait des années 80. C'est Roger Corman, donc, qui est à l'origine de l'arrivée en Occident de ce film. En 82, Frank Miller toujours continue sa croisade pour imposer les mangas et la culture japonaise aux États-Unis. Il s'associe avec Chris Claremont pour la mini-série Wolverine,
Alors Wolverine, on savait déjà par des épisodes de Chris Claremont et John Byrne qu'il était déjà passé au Japon, qu'il avait une certaine culture du Japon, et en tout cas il y avait rencontré Mariko Yashida, qui allait être son grand amour. Et dans cette mini-série en 4 épisodes, ils vont emmener donc Wolverine au Japon, ce qui lui permettra notamment de combattre un duel entre lui et Shingen, je crois, Oui, c'était ça. et qui sera une pure pépite graphique, vraiment. Dispo chez Panini, en intégrale. C'est possible, c'est très réédité. C'est en intégrale, mais je sais pas s'il est en solo, je sais plus, faudrait que je vérifie. Mais c'est en intégrale, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est une pierre. En tout cas, c'est vraiment une œuvre culte et intéressante. Ça permettra aussi à Claremont de pouvoir nuancer un peu le personnage de Wolverine, ce qu'il avait déjà commencé à faire dans les X-Men, en disant que c'était pas forcément le fou dangereux plein de griffes qu'on pensait, et qu'il avait aussi canadien, et qu'il avait aussi une espèce de sens de l'honneur tiré des samouraïs et du Bushido aussi. Donc, ce qui permettra un peu de nuancer un peu le personnage. Avant de passer à la suite, je te propose qu'on passe vite fait à la pause musicale. Donc, comme c'est ambiance Kung Fu, on va s'écouter Kung Fu Fighting de Carl Rogers. Bon, ça, évidemment, c'est pour la radio. Les autres, vous l'aurez pas, sauf si vous regardez le live là en ce moment. Allez, c'est parti. C'était obligé. Oh la vache, on critique les années 80, mais les années 70, c'était pas mal aussi. Hein. Oui. Entre les rails de coke de Peckinpah et ça... Ouais, sur la cocaïne, on n'aurait pas eu certains chefs-d'œuvre, moi je le dis. C'est vrai en plus. Et pour faire un film comme The Killer 8, effectivement, faut être défoncé. Oui, mais je sais pas, je sais pas si tu l'as vu ou si tu t'en souviens, mais vraiment. Non, je l'ai pas vu. Même rien que t'as des idées de mise en scène parce que ça se passe à San Francisco. Faut vraiment être complètement irresponsable, être cocaïné, mais jusqu'au cerveau pour se dire ah ouais, je vais faire ça, je vais le filmer comme ça, je vais faire telle cascade. Hein, parce que c'est n'importe quoi. De toute façon, après, oui, Peckinpah a toujours été borderline, hein, de toute façon. Oui, oui. Ouais, il nous a quittés trop tôt, malheureusement. Enfin, en même temps, à se défoncer la gueule comme ça et à picoler... c'est ça, voilà, tu vis pas vieux. ça fait des ravages, hein. C'est vraiment émission pop, là. Ah oui, complètement. Là, je sais pas si on peut faire mieux en termes de pop. Hein, c'est structuré, mais ça part dans tous les sens avec les comics, le cinéma, les années 70, les années 80. Ça, voilà. Mais c'est sympa, moi j'aime bien. Hein. Ah bah oui, moi aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait, en fait, cette émission. Bah oui, voilà, pour montrer qu'il y a des liens partout. Voilà. Ouais, puis que c'est encore des choses qui nous amusent, parce que si on était en mode droupie, ça ferait chier tout le monde. Hein. Non, puis c'est vrai que... on en parle à chaque émission, mais c'est vrai qu'en fait, Miller, tu regardes, tu peux pas y échapper. Hein. Miller, c'est... Alors, tu peux, comme moi, ne trouver ses points de vue, des trucs qu'il a dit absolument dégueulasses et honteux, mais reste que c'est un grand artiste qui a fait plein de belles choses et dont l'influence est là, et heureusement qu'il a été là, parce que sinon on n'aurait pas évolué. C'est ça, oui, carrément. Une fois, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Moi, j'admire pas les artistes, pas nécessairement, mais par contre, ce qu'ils font, oui. Oui, voilà. Mais je pense pas aimer la personne. Ouais. C'est toujours... je n'allais pas dire dangereux, mais problématique de mettre les artistes sur un piédestal. Voilà. Je pense qu'il faut apprécier leurs œuvres, mais pas forcément... Bon. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors, il nous reste 15 secondes de musique à peu près. Même pas. Elle est bien, elle est courte. Mais elle est marrante, elle est sympa. Ouais, elle est marrante, je l'adore. Toujours pensé au film Shaolin Soccer aussi, qui est excellent. Voilà. Alors, où en étions-nous déjà alors Eh bien, nous en étions au début des années 80, le Wolverine, et Frank Miller va embrayer sur un autre projet, encore plus... un projet mythique.
Ouais, voilà, encore plus plongé dans l'univers japonais, puisque ça s'appelle Ronin. Et qui est dispo chez Urban Comics, toujours publié, donc si vous voulez le lire, allez-y. Ouais. Sa suite qui est parue récemment n'est toujours pas publiée en France par contre. Non, bah oui, voilà, mais je sais pas si c'est complet en fait. Ils ont sorti une collector aux États-Unis reliée. Ouais. Donc Bon, bah ça viendra visiblement c'est sûrement. terminé, c'est complet. Mais je sais pas. C'était censé être Guy Menin qui devait le publier, mais bon, pour l'instant, effectivement, on n'a Ils pas de publient nouvelles. plus rien. Hein. Guy Menin, ils ont fini de publier les Dunes. Et là, ils publient absolument plus rien. Et ils ont juste réédité un coffret Sin City. Ils avaient leur série Je d'horreur comprends, aussi mais pendant un temps, mais je sais pas où ça en est non plus. j'ai regardé les catalogues. Il n'y a rien de prévu, c'est pas sorti depuis un moment. Là aussi, ils sont en train de rééditer. Ils ont réédité le coffret Sin City, ils font des coffrets d'une et ils font rien d'autre. C'est un peu dommage. Ah oui, après, voilà, on sait que pour les émissions d'édition, les plus petites notamment, c'est une période difficile. Notamment pour les libraires aussi d'ailleurs. Donc, c'est une période difficile pour le livre en tout cas. C'est Mais bon, utile de faire cette parenthèse pour le rappeler, je pense. voilà. Ronin, donc, qui est projet Oui. qui mélange SF cyberpunk et Japon féodal, donc un truc complètement années 80 du coup, mais qui est vraiment là aussi pur chef-d'œuvre de Frank Miller. Ouais, non, et pareil, ça c'est à lire, on n'en a pas parlé beaucoup de Ronin, mais vraiment, enfin, si vous voulez ne serait-ce que parler un minimum de comics sans passer pour un idiot, enfin, faut connaître quand même un minimum, faut au moins avoir lu ça. Hein. Disons que c'est pas forcément le truc le plus connu de Miller, mais Non, c'est vrai que mais qui est super important. Mais il est super important, effectivement, et pour Miller, pour sa carrière. Et pour d'autres. Et pour les comics, voilà. Puisque, du coup, en fait, Miller va être tellement influenceur qu'on va même avoir droit à des quasi-parodies. Et là, ça va te parler, mon petit Guillaume. Ah bah oui. Puisque on va avoir notamment la création des Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors, Kevin Eastman et Peter Laird, en petits malins qu'ils sont, vont décider de faire une BD pastiche, hommage. Voilà, pastiche, hommage à tout ce qui marche à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a des teenage, on a des mutants. Turtles, je sais pas où ont-ils trouvé, mais en tout cas, il y a du ninja, ça c'est sûr. Voilà. Et si vous voulez le savoir, vous achetez cette édition-là chez iComics, c'est expliqué dedans. Voilà. Oui, la tortue, oui, c'est parce que Kevin Eastman voulait faire rire Peter Laird et il lui a décidé une tortue avec des nunchakus. Et ils se sont dit, ah, mais on l'a notre concept. Voilà. Voilà. À quoi ça tient? Ouais, pas grand-chose. Hein. Ils étaient en train de faire une soirée de pizza sur le canapé. Voilà. Et c'est donc à partir de là que seront créées les fameuses Tortues Ninja, qui sont en fait complètement une parodie, hommage au Daredevil de Frank Miller, notamment. On continue un petit peu notre tour d'horizon. Hein, du coup, aux États-Unis, on voit beaucoup arriver toute l'animation japonaise. Hein. Nausicaa de Hayao Miyazaki arrive en 84 sous le titre Warrior of the Wind. À la télé, on a des séries comme Voltron, qui sont carrément des fusions en fait entre Go Lion et Dayruger 15, qui sont deux séries de 52 épisodes et qui sont fusionnés pour faire Voltron. Haut du panier à ce niveau-là, c'est Robotech, puisque c'est carrément la fusion de 3 séries japonaises d'animation avec des robots géants en fait. Et donc pour expliquer tout ça, en fait, ils vont tout simplement expliquer que ça se passe sur 3 générations différentes, pour expliquer pourquoi il y a en fait 3 esthétiques différentes, 3 personnages, plusieurs personnages différents. Donc ils vont trouver des combines comme ça pour essayer. Et du coup, ils vont en fait créer des mythologies complètes à partir de briques et de broc. À partir de 86, on aura aussi donc le studio Ghibli et Miyazaki donc qui arrivera de façon régulière aux États-Unis et en Occident plus généralement. Donc on aura Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro,
Le tombeau des Lucioles, Porco Rosso, au fil des années. Porco Rosso, C'est le c'est tombeau des Lucioles 92, qui Princesse m'avait... Mononoke, c'est 97, Ouais. etc. Ouais, je sais pas toi, mais moi c'était le tombeau des Lucioles qui m'avait le plus marqué. Le tombeau des Lucioles, Après, ouais. je parle d'affect, hein. C'est Ouais, pas ouais. question, venez pas me dire, c'est l'autre le meilleur. Non, C'est mais je ça, parle, ouais. c'est pour moi, hein. Ils sont Votre tous avis, bon, là, je formidables, m'en de toute fous, en façon. fait. Puis, de toute façon, il y a toujours un moment où tu te tires ta larme, quoi. Oui, voilà, oui. Bon, bah, mais quand t'es gamin, en fait, il y a toujours quelque chose, voilà, qui revient, puis ça te reste. Ouais. J'aime bien le voyage de Chihiro aussi, quand même. Oui, bah oui, aussi. On continue par un petit tour du côté de Todd McFarlane. Oh là 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 là. Oh là là, ça Voilà. fait... Déjà, rien que le nom, ça fait peur. Voilà. Alors, on sait pas trop comment. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à savoir. Mais en 87, Todd McFarlane a accès à Akira, aux planches d'Akira. Et ben il va s'en servir, le cochon. Enfin, mais McFarlane, mais c'est pas possible, quoi. Oh, vraiment, mais... Donc, alors en fait, McFarlane qui va arriver au dessin de Detective Comics, donc c'est la série de Batman, la série la plus vieille de Batman. Juste, on troll un peu, hein. En soi, on aime bien le McFarlane de l'époque, mais déjà, là, il faisait des dingueries à cette époque-là. Voilà. Là, c'est pas nouveau, hein. Les trucs que vous dites sur McFarlane aujourd'hui, hein, je parle pour les gens qui s'y connaissent, c'est pas nouveau, hein. Il a toujours été comme ça, le type, hein. Donc, il était déjà un peu filou sur les bords aussi à l'époque, puisqu'en fait, pour dessiner Yertou, en fait, qui est en fait la deuxième année des origines de Batman. Ouais. Ah, ça, c'était bien, ça aussi. Hein. Ouais, c'est sympa, en fait. On l'a en VF, ça? Oui. Alors, je sais plus en quelle édition. C'est dans les Chronicles? Ouais, c'est dans les Chronicles, oui, c'est pour ça que je te demandais. C'est dans les Chronicles. Oui. Je crois qu'il y avait une édition chez Urban, peut-être, séparée, mais je me rappelle plus. Et en tout cas, il y avait eu une édition chez Semic à l'époque. Ouais, ça, oui. 2000. Donc voilà, ça existe, ça se trouve. Mais chez Urban, effectivement, dans les Batman Chronicles, excellente collection au demeurant. Ouais. Vous avez ça. Et donc notre ami Todd va carrément repomper des scènes, notamment une course-poursuite en camion, où on va carrément avoir vraiment des cases carrément repompées sur Akira. Désolé. Et la dernière planche de Yertou, c'est Batman qui qui s'envole au bout de son fil au-dessus de Gotham. Et notre petit Todd, il va carrément pas se faire chier, il va carrément recoller une plongée de la ville d'Akira. Donc une planche carrément de Katsuhiro Otomo qui va servir de décor à Gotham et pour cet épisode de Yertou. Il faut savoir qu'en 87, Akira, elle n'est pas connue du tout. Non, à l'époque, personne ne sait qui c'est. Akira, aujourd'hui, c'est un événement, mais à l'époque... Voilà. Pour situer, Akira va arriver aux États-Unis en 1988, l'année suivante, chez Marvel. Et le film d'animation, lui, arrivera en 89. C'est un choc pour beaucoup. Ça va vraiment être là où l'animation japonaise et le manga japonais va trouver ses lettres de noblesse, puisque vraiment, à juste titre, on va tous tomber fous amoureux de Akira, de la saga Akira. Alors grâce effectivement au manga, qui sera traduit par Glénat aussi à l'époque en France, et par le film d'animation, qui est tout simplement stupéfiant pour l'époque. Donc c'est là que vraiment le manga aura ses lettres de noblesse. À cette époque, donc commence l'adaptation fidèle, on va dire en tout cas, des premiers mangas aux États-Unis, de la traduction. Alors d'abord en petits fascicules comics, notamment chez Viz, mais on va vite s'apercevoir que ça marche pas très fort, puisqu'en fait on va se rendre compte que le public des magasins spécialisés en comics ne vont pas spécialement vers les mangas japonais, et en fait ils vont plutôt se tourner vers l'adaptation tout simplement des recueils noir et blanc manga, et ça va beaucoup mieux marcher sur le plus grand public en fait. Et donc là-dedans vont s'engouffrer Eclipse,
et Dark Horse notamment, avec plein d'adaptations. À cette époque, on a notamment un Américain qui s'appelle Torrance Smith, qui va fonder le studio Proteus, qui va se spécialiser justement dans la traduction, dans le lettrage des mangas japonais pour le marché américain. C'est comme ça que sera découvert Legend of Kamui, Ranma and Me, Nausicaa of the Valley of the Wind, Appleseed, on en a parlé, May the Psychic Girl, qui sera un manga de Ryoshi Kagami, Sanctuary aussi commencera à être adapté à cette époque-là. Donc, Kagami, qui est en ce moment, notamment, on parlait des Perfect Editions, voilà. Oui, c'est ça, chez Glénat, donc Kagami, dont l'œuvre est en train d'être rééditée par Glénat. Tout à fait. Donc, là, pareil, pas d'excuse, si vous savez pas ce que c'est, que ça vous intéresse, ça se trouve quand même facilement. Voilà, exactement. On est à la toute fin des années 80, donc le manga commence à être publié enfin aux États-Unis. Voilà. Et on a aussi quelques artistes qui sont d'origine asiatique qui commencent aussi à percer chez Marvel, et pas des moindres, puisque là, il s'agit de Jim Lee de Will Spotted Show. Dont on a aussi beaucoup parlé. Voilà, dont on a beaucoup parlé. Alors qu'ils ne connaissaient pas au début, et en fait, c'est leur éditeur, Carl Potts, qui va dire notamment à Porteccio, écoute, j'ai un autre dessinateur qui vit dans ton coin, qui a aussi des origines asiatiques, qui s'appelle Jim Lee. Alors Will Porteccio, il est d'origine philippine. Oui, philippin. Voilà, comme tous ces dessinateurs des années 70 dont on a parlé tout à l'heure. Et Jim Lee, lui, est d'origine coréenne. Porteccio s'en amuse dans une interview en disant « Ouais, Carl Potts m'a dit tiens, regarde, il y a un autre Asiate dans ton coin. Et sûrement vous... » Alors, surtout qu'en plus, Carl Potts a des origines aussi asiatiques, donc il n'y avait pas du tout de racisme dans ce... N'oubliez pas que les types aussi blaguaient entre eux, ils se connaissaient. Hein. C'est des types, ils bouffaient ensemble matin, midi et soir. Ils vivaient ensemble, ils fumaient des clopes, ils allaient picoler. Ils se prenaient pas au sérieux comme vous pouvez vous prendre au sérieux aujourd'hui. Hein, attention. C'est ça. Et donc, Porteccio va rencontrer Jim Lee. Ils vont fonder tout simplement un studio qui s'appelle le studio Homage. Ils vont accueillir un troisième larron qui s'appelle Scott Williams, qui est un talent rare. Et ils vont avoir beaucoup de succès chez Marvel, notamment en illustrant Punisher, les Uncanny X-Men, X-Factor. Et à ce titre, il y a 2 épisodes d'X-Factor qui sont assez marquants. Ce sont les épisodes 63-64, où c'est quand Will Spotted Show débarque sur la série. La scénariste Louise Simonson lui dit écoute, tu débarques sur la série, parle-moi un peu, dis-moi ce que t'aimes, comme ça on va pouvoir écrire des histoires, faire des histoires qui te plaisent et qui tireront. Ce que Porteccio a trouvé super cool et super agréable. Mais du coup, il s'est retrouvé un peu sec, en disant, je savais pas quoi répondre à cette époque-là. Et je l'ai rappelé en disant, écoute, moi j'aime bien le cyberpunk, j'aime bien le Japon, le manga, les choses comme ça, Akira et tout. Et tout simplement, Louis Simonson lui a écrit une histoire sur mesure où Iceberg, le mutant Iceman, part au Japon pour retrouver sa petite amie Opal, qui a été kidnappée par des cyber-samouraïs, des samouraïs des cyborgs, cyborg robots de samouraïs. Et ça va donner lieu notamment à un duel entre Iceman et un de ces cyborgs, où là l'affluence manga avec toutes les lignes de vitesse notamment va se retrouver. Là typiquement les mangas sont carrément rentrés dans les comics américains, mais de plein pied quoi. Je crois que ces scènes-là vont infuser, vont être une influence notable dans beaucoup de dessinateurs dans les années qui viennent. Donc, encore un truc à rappeler, c'est pas quelque chose qui est récent, qui date du début des années 2010, ça existait déjà à la fin des années 80. Voilà, et ça a vraiment profondément bouleversé la façon de dessiner des Américains,
que vraiment, bah voilà, tout le côté, on y revient, à tout le côté extrêmement dynamique, extrêmement kinétique des histoires asiatiques, autant le cinéma que la BD, que l'animation, va se retrouver, va être émulé par les dessinateurs américains. J'en parle notamment parce que cette époque-là, ils découvrent aussi Ninja Scroll, qui est aussi une grosse claque esthétique. Alors c'est un dessin animé de Yoshiaki Kawajiri, qui va avoir une grosse influence sur aussi plein de cinéastes. Guillermo del Toro va beaucoup s'en réclamer. Ouais. Blade Parce 2, que ça bouge énormément, ça bouge dans tous les sens avec des plans vraiment où la caméra suit les personnages, enfin des plans séquences, des trucs que l'animation permet évidemment à cette époque-là et que ne permet pas le cinéma enfin les effets spéciaux de l'époque, mais qui va être une influence déterminante et bien pour toute une génération de geeks qui vont venir au pouvoir après, en fait, tout simplement. 91, c'est aussi la création de Ghost in the Shell, le manga, qui donnera un film en 95. Et donc là, on est vraiment voilà, dans toute cette influence. Ça va continuer à énormément de dessinateurs qui vont se retrouver. Alors, les citer tous, il y en a beaucoup, mais on peut citer Joe Madureira parmi les plus emblématiques, qui lui va vraiment adopter un style complètement anime en comics. On a l'impression d'avoir des personnages d'animation qui sont dans ces BD. Même chose pour Jeff Matsuda, Kevin Lowe, et puis d'autres dessinateurs où ça se voit peut-être un peu moins, mais où l'influence est quand même assez prédominante, comme Steve Cross, Humberto Ramos. On pourrait aussi parler d'Adam Warren aussi, qui a dessiné Dirty Pair, qui était... alors Dirty Pair, c'est encore un autre exemple de mélange Japon, de fusion Japon-États-Unis, puisque à la base, c'est des héroïnes de romans, enfin de romans pour adolescents. Ces deux nanas qui ont des armures dans un espèce de monde un peu cyberpunk. C'est assez drôle, hein, c'est des nanas qui se prennent pas la tête, ça décanille, c'est assez violent. Et du coup, Torrance Smith, encore lui, va racheter les droits de Dirty Pair pour en faire des comics, ce qui n'existe pas au Japon, hein, pour en faire des comics aux États-Unis. Et il va demander à Adam Warren de les dessiner dans un style complètement manga. On a vraiment l'impression d'avoir du manga, alors que c'est fait par des Américains, avec des personnages créés par des Japonais. Donc, vraiment une esthétique de la fusion à cette époque-là, enfin, qui commence à cette époque-là. Et on en parlait, ça va donner lieu aussi à toute une vague aussi de films, notamment. Alors qu'on va un peu péjorativement résumer par le côté kung-fu câblé, Oui. mais c'est très réducteur, puisque en fait ça va permettre de vraiment, ouais, c'est ça, de fusionner vraiment le monde occidental et le monde asiatique en termes de création artistique. Donc on va avoir droit à des films comme Matrix, qui va être assez déterminant dans ce genre-là. Blade 2 avec Del Toro, qui va lui aussi complètement se reconnaître dans ce contexte, en fusionnant beaucoup de choses, en faisant un melting pot. Et puis ça permettra de découvrir des choses comme Tigre et Dragon de Ang Lee, qui fera une assez belle carrière aussi bien au Japon qu'aux États-Unis. On va conclure le dossier là-dessus. Voilà. Si vous nous écoutez à la radio, n'oubliez pas de venir sur le site, car il va y avoir un petit bonus qu'on va continuer d'enregistrer avec Alain après. C'est une histoire qui n'est pas vraiment terminée non plus, puisque depuis quelques années... Ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais, non, mais tant mieux, heureusement aussi. C'est aussi une façon de dire que la culture mondiale, elle est là, tout simplement. La culture n'est plus limitée à un seul pays. Elle se nourrit d'énormément d'influences. L'Asie continue d'influencer le monde occidental, notamment à travers les webtoons de Corée du Sud, qui ont beaucoup de succès, notamment à travers vis-à-vis des jeunes, avec une lecture qui peut se faire
par le scrolling Ouais, surtout en vertical. scrollant, ouais. Mm. C'est pensé pour en plus, hein, parce Voilà, que quand tout à ça fait. arrive sur format papier, on se rend compte que bah, c'est pas du tout fait pour être lu sous ce format. Tout à fait, voilà. Et la Corée du Sud, elle-même, de toute façon, a une énorme influence ces dernières années, a vraiment fait une OPA sur la culture mondiale. Alors, il y a plein de choses, hein. Tant au niveau des films, au niveau de la musique, on peut en penser ce qu'on veut à ce moment. Mais en tout cas, voilà, ça continue et c'est tant mieux. Exactement. Dis au revoir à un de nos joyeux larrons là, qui était complètement parti en cacahuète, mais bon, ça je m'y attendais, donc c'est pas grave. Et on va un peu... Moi j'ai parlé vite fait de petites choses qui sont sorties récemment. Attendez, j'attrape tout ça. Parce que... Voilà, c'est là. Parce qu'on parle d'Asie et de tout ça, et bah, si vous aimez le cinéma asiatique, et en particulier le cinéma de Hong Kong, bah, il y avait HK Vidéo qui a été bah, à la pointe pendant très très longtemps, sauf que bah, il y a eu à peu près une 10, ouais, un peu plus de 10 ans où bah, il sortait plus grand chose, ça devenait difficile de trouver certains films. Et depuis l'année dernière, ils se mettent à ressortir absolument tout leur catalogue dans des versions HD restaurées. Donc, un des premiers, c'était celui-là, la trilogie Tiger Cage avec Donnie Yen, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est pas une vraie trilogie, hein, parce que Donnie Yen, il meurt dans le premier. Oh, spoiler, oh, j'ai spoilé un film qui a 35 ans. Misère. Et il est bah, le héros dans le 2 et dans le 3, mais c'est pas le même personnage. Donc, ils ont commencé par ça. Et puis, bah, ils ont annoncé récemment, ils ont ressorti. Enfin, ils commencent à ressortir tous les John Woo, les Tsoyark et les Ringo Lam, parce que oui, je n'y croyais pas. City on Fire est ressorti. Voilà. La jaquette les jaquettes sont sympas en plus. Hein. Ah, les jaquettes sont mortelles. Mmh. Donc voilà, Tarantino et Reservoir Dogs, poubelle. Et vous regardez ça, voilà. Ah bah après, Tarantino s'est jamais caché que là aussi... Oui, il s'en est jamais caché. Mais... ChatGPT m'a dit consommateur peu... Oui, mais ChatGPT m'a dit d'être virulent, donc voilà. Bon, non, blague à part. Enfin, oui, voilà. C'est une influence City on Fire et c'est pas pour rien. Alors, on parle beaucoup de John Woo et évidemment, hein, c'est mérité de Tsoyark, mais celui qu'il faut vraiment voir si vous avez jamais vu, c'est celui-là. Vraiment. City on Fire. Voilà. Et en plus, bon, moi j'ai les versions collector. Aussi. Ouais. Ah bah oui. Ancien mannequin, d'ailleurs, Johnny Yun-Fat, qui n'était pas acteur à la base. Voilà, mais ils les ont ressortis en collector, j'ai les collectors, mais ils sont ressortis en édition simple qui coûte beaucoup moins cher. Voilà. Le plus récent qui est ressorti, bah pareil, que je pensais pas revoir, de John Woo, Une balle dans la tête. Une balle dans la tête, ah ouais. Pareil, chef-d'œuvre. Enfin, celui-là, dernier film de John Woo en Kiki Hong Kong pour tourner Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Excellent film avec un magnifique mulet. Moi, j'aime beaucoup Chasse à l'homme. Je préfère largement Volte-Face. Oui, moi aussi, mais Chasse à l'homme, ça a son petit côté. Coucou Mathias, rappelle-toi, faut que tu fasses le mulet de Van Damme. Balancer ça sur TikTok, il va se taper la honte encore. Voilà, The Killer. Voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire, hein, juste The Killer. Voilà. Et bah, celui que j'attendais quand même depuis un moment. Toute épreuve, voilà. Ouais. Avec cette jaquette iconique. Avec le bébé et tout, la fusillade dans l'hôpital. Ah, puis c'est des beaux objets. Ouais, franchement, c'est très chouette, ouais. Alors, ils sont un peu chers. Ils sont même très chers. Ils sont, bah là, tous ceux que j'ai présentés, sauf Une balle dans la tête, vu qu'il est récent, ils sont tous ressortis en édition simple à pas trop cher. Je vais vous le dire tout de suite. Si vous voulez voir ces films, si vous voulez vraiment les voir, vous allez où vous voulez, vous les achetez où vous voulez, mais vous les achetez, vous les prenez. Parce que ça, c'est pas sur les plateformes. Pas sur les plateformes, peut-être sur Mubi, mais bon, Mubi, comme va absolument falloir utiliser un VPN et les films, ils restent pas en permanence dessus, bah, vous allez galérer. Donc, si vous voulez vraiment les voir, les faire découvrir ou quoi que ce soit, faut aller les acheter. Hein, parce que si ça fait comme il y a 20 ans avec HK Vidéo, c'est pas sûr qu'il y en ait des stocks pour non plus de très nombreuses années. C'est ça. Donc, profitez-en parce que ça ressort. C'est toujours mieux d'avoir les films qu'on aime en physique, de toute façon. Oui.
Ça, notamment, de Sawyer Time and Tide. Time and Tide. Ouais. Arrêtez de me saouler avec The Raid, hein, ça c'est mieux. Je veux dire, toute la séquence dans l'immeuble, elle éclate The Raid. Alors, je dis pas, The Raid c'est sympa, hein. Mais enfin, l'autre là, c'est pas de Sawyer. Faut arrêter de délirer à un moment. Hein. Ayez quand même certains critères de valeur. Hein. C'est pas pour être méchant, mais bon, voilà. Ah, bon, bref. Voilà. Arrêtez, sinon je vais dire des méchancetés encore. C'est terrible. On va encore passer pour des rageux. Non. Ah. Mais bon, moi sur les recos du mois, j'avais 2 choses dont je voulais parler. Je sais pas si tu as des choses que tu souhaitais présenter, alors. Présenter non, mais du coup, je pense qu'on va peut-être aborder un petit peu d'actu, puisqu'il s'est passé des choses chez Marvel quand même ces derniers temps, et on va en parler très brièvement, mais je pense qu'il est important d'en parler quand même. Oui, bah je te laisse du coup présenter les actus. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment chez Marvel, donc je pense que c'est important d'en parler. Voilà. Alors, ce qui c'est la dernière fois qu'on avait parlé, on avait parlé de la vague de licenciements qui était arrivée chez Disney et qui avait touché notamment Marvel Studios et une partie des éditeurs de chez Marvel. Là, pour le coup, c'est carrément un remaniement de la tête de Marvel qui s'est opéré, puisque on a appris tout simplement que Dan Buckley, le président de Marvel Comics, enfin de Marvel Entertainment, va partir. Alors Buckley, il était quand même président de Marvel depuis 2003, hein, donc c'est quand même pas anodin. C'est quand même lui donc qui a chapeauté Marvel Comics pendant toute la période où les films faisaient un carton, où on n'a jamais autant parlé de Marvel dans les médias que ces 20 dernières années. Donc Buckley était quand même un personnage d'importance et qui a eu sa part dans tous les grands événements de Marvel ces 20 dernières années. Donc c'est pas rien. Et donc il a été annoncé que Buckley va partir. Alors c'est pas un licenciement sec, hein, il a négocié son départ. Et il va partir courant 2027 pour pouvoir permettre la transition avec les nouveaux venus. Qui seront ces nouveaux venus? Le nouveau président de Marvel s'appelle donc Brad Winderbaum. Oui, j'ai vu passer la news là-dessus. Ouais. Voilà. Alors Brad Winderbaum, qui c'est? C'est tout simplement un des proches de Kevin Feige, tout simplement, puisqu'il a rejoint Marvel Studios aux alentours d'Iron Man 2, je crois. C'est incroyable cette info. Kevin Feige. Incroyable. En fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que évidemment, Kevin Feige place ses hommes, hein, très clairement. J'ai décidé d'être méchant ce soir, vous l'avez vu. À l'occasion de ce remaniement, il a décidé tout simplement très clairement de placer ses hommes. Donc il place un de ses neveu, proches, sa nièce, sa tante, son chat, son chien. Alors sans aller dans le népotisme, en tout cas, il va chercher effectivement un collaborateur avec qui il travaille depuis longtemps, avec qui je pense qu'il entretient de très bonnes relations de confiance. Et c'est donc lui qui va devenir le nouveau président de Marvel, et il sera secondé par un autre larron dont j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Non, je ne sais pas. David Abdo, voilà. Aurais-tu écrit une news là-dessus, David? Voilà, c'est ça. Il s'appelle David Abdo, qui lui vient de Disney Publishing, et qui lui est nommé... Ah oui. En plus, je l'ai lu ton article, c'est ça le pire, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Oui, tout à fait, non, mais voilà. Mais le nom me revenait pas. Alors lui, pour le coup, a un profil assez particulier et qui fait un peu parler, puisque c'est un mec qui a l'air assez porté sur le numérique.
Et ce qui fait dire, alors apparemment, Disney serait en train de travailler sur une nouvelle plateforme encore de publication numérique. Alors on sait que jusqu'à maintenant, ça n'a pas spécialement marché. Visiblement, ils ont envie quand même de retenter le coup. Et pour beaucoup de commentateurs, l'arrivée de David Abdo fait partie de ce mouvement pour arriver à une nouvelle plateforme de publication numérique. On va voir. En tout cas, l'arrivée de ces deux larrons pose certaines questions, notamment sur le fait, effectivement, sur le côté, est-ce qu'on va toujours avoir des comics papier? C'est la grande inquiétude de beaucoup de lecteurs. Dans l'immédiat, je ne pense pas. Mais effectivement, si vraiment le projet est d'arriver à une nouvelle plateforme d'édition numérique, éventuellement avoir un peu d'inquiétude sur le côté papier, d'autant que on le sait, on en avait parlé beaucoup, David Gabriel, qui était un des grands défenseurs de la BD physique chez Marvel, a été licencié récemment. Autre motif d'inquiétude, le profil de Winterbourne, qui est quand même bien du cinéma. Et pour certains, c'est un risque d'arriver à ce que Marvel Comics ne soit plus vraiment le laboratoire d'idées qu'il était jusqu'à maintenant, mais soit plutôt tout simplement un éditeur de produits dérivés des films. C'est-à-dire Alors, que... juste après à la décharge du mec, au milieu, à la fin des années 2000, hein, on disait ça aussi quand il y avait des Mark Guggenheim et des gens comme ça qui étaient chez Marvel. Hein. Bon, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Ne faut pas non plus être complètement négatif. C'est pas des gens qui sont. Bon, Guggenheim, lui, c'était un créatif. Un mec comme ça, c'est pas un créatif, enfin. Voilà, ça, c'est pas un créatif, c'est un producteur de base. Hein, oui, enfin, je sais pas s'il y a tant de soucis à se faire que ça. Écoute, on verra bien. Hein. En tout cas, c'est des interrogations qui sont posées. Après, effectivement, interrogation, inquiétude, ça veut pas forcément dire que ça va arriver. Voilà. Mais en tout cas, pour certains, c'est une possibilité. On n'est pas dans le secret des dieux, donc le mieux encore, c'est d'attendre et de voir ce qui va se passer. Exactement. Du coup, en tout cas, avec l'arrivée de Winterbourne et d'Abdo, moi, je fous une pièce pour un départ quand même, à mon avis, assez proche de C.B. Cebulski, qui est le rédacteur en chef de Marvel. Je pense que ça ferait un petit coup d'air frais quand même qu'il dégage enfin, lui. Parce que, je pense aussi. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, que ce soit aux équipes chez Marvel et aux lecteurs. Ça ferait du bien à tout le monde qu'il débarrasse enfin le plancher, parce que... de toute façon, il y a un vrai problème créatif chez Marvel Comics depuis quelques années. Et il en est en partie responsable. Hein. Et il en est en partie responsable, effectivement. Donc, à voir, mais moi, en tout cas, je le sens bien qu'on aura incessamment sous peu, à mon avis. C'était quoi son surnom japonais, déjà? Oui, alors, il y a eu cette histoire, effectivement. Ça m'échappe. Attends, je vais te retrouver ça, parce que c'était quand même à se pisser dessus de rire. Alors, pour vous situer le truc, c'est que C.B. Cebulski était éditeur chez Marvel, mais n'avait pas... Akira Yoshida. Voilà. Ah oui, Akira Yoshida. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Et pour pouvoir écrire... il était éditeur, et donc en tant qu'éditeur, il n'avait pas spécialement le droit d'écrire des scénarios. Il s'est donc inventé carrément une identité de freelance, une identité d'auteur japonais. D'autant plus facile que c'était l'époque, au début des années 2000, où justement Marvel cherchait pas mal d'auteurs japonais à faire venir chez Marvel. Alors on a eu Tsutomu Nie, je crois, de mémoire. Qui c'est qu'on a eu aussi? Miyazaki. Là, on ressort les dossiers. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ou Miyazawa, je sais plus, enfin voilà. Donc pas mal de quelques dessinateurs de mangaka qui sont venus dessiner des comics au début des années 2000.
Évidemment, ces mangaka n'ont jamais existé. En tout cas, si, ils Oui, existaient, mais il y en a un, en tout cas, en oui, particulier, oui, oui, qui enfin, n'existait pas, c'était le scénariste oui, Akira mais Yoshida. c'est mieux de dire qu'ils étaient tous Akira Yoshida, c'est beaucoup plus drôle. Bon, bref, j'ai arrêté de réécrire l'histoire. Et du coup, Akira Yoshida, qui était scénariste donc supposément japonais, il y avait inventé toute une biographie. Et en fait, il s'est avéré, alors c'est ressorti au moment où Sebi Cebulski justement est devenu rédacteur en chef de Marvel. Alors avec des accusations comme quoi Parce que je il... rigole comme ça depuis tout à l'heure et je troll un peu, mais ouais, c'est parce que je me souviens comme si c'était hier quand l'affaire elle est sortie. C'était vraiment, mais à mourir de rire. Hein. Enfin, j'ai jamais vu un tel monument de n'importe quoi. Ah mais vraiment, c'est pour ça que là je suis comme ça depuis tout à l'heure. Vraiment, là, avec Akira Yoshida, je me souviens, quand j'avais vu ça, je me suis dit, et le mec, ça l'a pas empêché de faire carrière, hein, donc comme quoi. Ah non, bah non, puis du coup, effectivement, il est devenu tout simplement rédacteur en chef. Un rédacteur en chef, en fait, c'est la personne la plus haut placée en termes de création, on va Voilà. dire, chez les éditeurs de comics. Mais c'est pas Jim Shooter, ça c'est une chose qui est sûre. Jim Shooter était rédacteur en chef, hein, je veux dire, il avait, Oui, voilà, oui. il avait une... Disons qu'en termes de carrure et de personnalité, c'est pas la même chose. Ah oui, non, très clairement, oui. Oui, non, très clairement, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. On va le dire sans être méchant, que depuis que Cebulski est arrivé, on n'a pas eu de grande saga vraiment marquante de Marvel. Et voilà, et les ventes s'érodent depuis de plus en plus depuis quelques années. Depuis qu'il est là, disons que ça s'arrange pas. Voilà. Avec, disons qu'en fait, on lui reproche souvent de toujours remettre la même recette sur le tapis. Voilà. Mais bon, Akira Yoshida soutient en permanence qu'il ne faut pas que Peter Parker soit heureux et que Spider-Man soit marié parce que ce serait mauvais pour les ventes. Voilà. Voilà. Là, je troll même pas, c'est ce qu'il passe son temps à dire dès qu'on lui pose la question. Oui, non, mais tout à fait. Alors que comme on en parlait, quand on a fait notre petit hommage la dernière fois, un grand scénariste, Jerry Conway, qui a écrit une mini-série sur ce que ça aurait été si Spider-Man et Mary Jane étaient toujours mariés. Et la mini-série s'est vendue comme des petits pains extrêmement bien et pas que aux vieux lecteurs. Ça. Et on peut Akira même Yoshida, la science infuse, donc voilà. Hein. Et on peut même parler aussi du Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, qui a un succès de Marvel tout de même. Et voilà, avant que tout le tout soit sabordé, parce que là, je crois que c'est fini, la Ultimate, c'était aussi une de ces promesses-là, de se dire, voyez, regardez, c'est pas non plus débile. Non, mais tout à fait. Les lecteurs n'ont pas forcément non plus envie de voir un personnage qui est misérable en permanence, qui n'arrive pas à évoluer, quoi. Tout à fait. Il était comme ça au début, oui. DC anime Superman depuis des années en étant marié avec Lois Lane et voilà, tout dépend effectivement des auteurs qui sont amenés à travailler sur les séries. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Alain? Qu'il y aurait des bons et des mauvais rédacteurs en chef, des bons et des mauvais scénaristes? C'est exactement ce que je suis en train de dire, Guillaume. Voilà. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon rédacteur en chef et le mauvais rédacteur en chef. C'est terrible. Voilà. C'était le petit point des news actuellement de ce qui se passe dans l'industrie comics chez Marvel. Mais bon, blague à part, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant de garder un œil dessus parce que ça va amener des changements fatalement de toute façon dans les mois à venir. Il y aura des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont être modifiées, ça c'est sûr. Donc effectivement, Akira Yoshida va repartir au Japon. Promis, j'arrête. Ouais. Après, c'est pas Cebulski est un vrai comme on dit japanophile. Oui, non, ça oui. Il a une vraie connaissance de la culture japonaise, il l'aime beaucoup et c'est juste que cette histoire est absurde. C'était pas, il y avait pas de racisme ou de yellow washing comme certains ont pu le dire. Non, mais c'est juste complètement absurde. C'est ça qui est drôle.
Voilà, c'est ça qui est drôle. Après, voilà, des auteurs qui se sont cachés derrière un pseudo, il y en a eu Oui, pas oui, mal il y en a aussi. eu. Oui, oui, oui. Mais bon, dans son cas, lui, c'est drôle, voilà. Voilà, C'est c'est tout ça. ce que j'ai à dire. Mm. As-tu Donc, d'autres news, alors? non, 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 je te laisse la parole. Alors, ma grande question, c'est par quoi commencer? Bon, Par le début, je généralement. vais rapidement, je vais vous dire Orphan et les 5 bêtes par rapport au sujet du jour. Pareil, un comics de James Tocco. James Tocco, vraiment super dessinateur, super scénariste. Ah, donc, c'est sorti chez Comics Initiative et c'est traduit par notre ami Benji. Je sais pas si c'est encore dispo, je ne suis pas sûr, mais vérifiez sur le site de Comics Initiative. Alors, c'est un récit de vengeance dans un univers fantastique, donc inspiré des Wuxapiens chinois. Et c'est vraiment très très bon, et ça a un côté un peu grindhouse avec beaucoup de gore. C'est James Tocco, quoi. C'est du Stocco. Voilà. Si vous avez aimé son Alien, je pense que vous aimerez Orphan et les 5 bêtes. Il a fait Et un c'est Godzilla aussi vraiment... qui est génial Et le aussi. Godzilla, ouais. Mm. Chez Vestron, le Ouais, Godzilla. tout à fait. Et Alors, vraiment, c'est quelque chose que je vous Anvelin, hein, qui a été conseille. influencé par la culture asiatique. Oui. Franchement, ça vaut le coup. Mais encore une fois, je vous dis, je sais pas si c'est encore dispo. Et vous attendez pas à une fin définitive. La fin, c'est ce qu'on disait avec Alain au début, ça fait 4-5 ans qu'on l'attend. Donc, bon, bah, c'est Stocco. Hein, c'est Voilà, comme son truc sur les gobelins qui a jamais été fini. Heureusement, c'est comme ça. c'est comme ça. Voilà, donc il me reste 2 choses dont je vais vous parler, un jeu vidéo et le Spider-Man noir. Donc je pense qu'on va finir par le Spider-Man noir et je vais d'abord vous parler de ça. Invincible versus. Donc le jeu, ça veut bien faire le point là, ce truc. C'est très flou. Ouais, ça veut pas faire le point. Ouais, ouais, c'est Ça y est, compliqué. ouais, c'est avec l'éclairage, il veut pas faire le point. Bon, bref. Bon, là, j'ai qui dans le... Alors, pour rien vous cacher, le paquet de cartes, ça je l'ai eu au boulot parce qu'on a acheté le jeu sur PS5, mais l'éditeur me l'a envoyé pour que je puisse le tester pour superpouvoir.com. Le test écrit va arriver normalement dans pas longtemps. Voilà, je vais me servir déjà comme base de ce que je vais vous dire ici. Donc c'est un jeu de versus, façon Street Fighter ou Mortal Kombat, donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et donc qui se passe dans l'univers d'Invincible. Je vous ai dit ça, jeu de versus, voilà, c'est assez simple. Donc au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on a? On a 3 modes de jeu qui sont en réalité 2 modes de jeu. On a un mode histoire, qui est, être gentil quand même, moyen sans plus. C'est censé se passer à un moment du récit Invincible quand les Viltrumites sont installés sur Terre. Voilà, il y a des espèces d'extraterrestres qui viennent et qui font encore un truc de manipulation mentale en enfermant les personnages qu'on joue dans une espèce de cocon de réalité virtuelle. Ouais, bon, c'est du vu et revu. Ils ont créé un personnage spécial d'ailleurs pour le jeu. Et l'histoire, bon bah, c'est pas super passionnant à suivre, puis c'est plus un gros tutoriel qu'autre chose. Comme souvent dans les jeux de combat, au moins dans les Mortal Kombat, depuis Mortal Kombat 9 en 2009, ils avaient fait l'effort d'essayer de faire un mode histoire qui sont intéressants. C'est pas vraiment le cas, et pour tout vous dire, je ne l'ai pas fini, je n'ai pas l'intention de le faire. Franchement, ça m'a beaucoup ennuyé, donc je suis passé directement après sur le mode arcade classique, et après il y a le versus. Versus en ligne ou en local. Alors j'ai eu de la chance, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai aussi au boulot. Pendant une de mes pauses, j'ai pu l'essayer avec un des jeunes. Et alors ça m'a un peu dérangé, parce que en soi, les mécaniques de jeu sont pas mauvaises. Hein. Il y a les combos, il y a tout ça, chaque personnage a son type de jeu. On a les personnages à distance, on a les personnages équilibrés, on a les cogneurs, enfin voilà, qui sont les personnages plus lourds. Ça reste assez varié quand même, sachant que c'est un jeu, c'est un peu comme dans... Bon, le dernier que j'ai fait dans le genre, c'était Dragon Ball Fighters, mais Mortal Kombat le fait aussi. Vous n'avez pas qu'un seul perso, vous avez des équipes. Ouais. Et donc, vous devez peut-être intervenir pour faire des breakers ou pour changer de personnage. Et bah, les mécaniques fonctionnent bien. Hein. Franchement, c'est du classique, il n'y a rien de mauvais, sauf que bah, en fait, le pauvre, comme j'avais déjà un peu l'habitude du jeu, je l'ai laminé parce que j'ai remarqué, et je l'ai remarqué aussi en jouant en ligne, il n'y a qu'une seule combinaison qui marche.
C'est-à-dire, si l'autre vous attaque, vous bloquez, vous bloquez jusqu'à ce qu'il ait épuisé son combo, vous lui faites un uppercut pour le faire décoller en l'air, vous l'enchaînez de combo, vous attendez qu'il retombe, vous refaites un uppercut et ainsi de suite. Et en fait, tous mes adversaires dans le jeu, perso, je les ai laminés comme ça. Autant dire que c'était passionnant à jouer, autant pour eux que pour moi. Donc, il y a de très très gros problèmes d'équilibrage dans le jeu. Je doute pas que ça puisse être réglé, mais à l'heure actuelle, en jouant en compétitif avec, comme on dit dans le jargon, des puants qui passent leur temps à jouer à ça H24, autant dire que vous avez absolument aucune chance de ne serait-ce que placer un coup. Contre quelqu'un qui connaît un peu le jeu comme moi, ça va pas être évident non plus. Puis les débutants, vous allez avoir du mal à faire les combos au début. Bon, vous allez y arriver, mais une fois que vous aurez compris la méthode, vous utiliserez plus que celle-là et c'est pas forcément hyper intéressant à jouer parce que c'est rinse and repeat, quoi. Vous faites toujours la même chose. Et franchement, ça m'a dérangé. Alors, pour s'amuser à plusieurs, si on est fan d'Invincible, je dis pourquoi pas, hein. Mais pas au prix perso. Comme j'ai pu le tester je leur remercie quand même de m'avoir envoyé la clé, mais j'ai aussi pu le tester au bout et très clairement, c'est pas un jeu que j'achèterais pour moi. Là, je préfère vous le dire tout de suite. En tout cas, pas dans l'état où il est actuellement. Je pense qu'ils vont quand même continuer à le patcher pour régler ces problèmes d'équilibrage. Après, c'est un premier jeu, hein. Voilà. Mais après, techniquement, c'est plutôt joli, hein. C'est du cel shading, voilà. On reconnaît bien les personnages. Bon, je pense qu'une partie du budget aurait pu aller ailleurs que dans les voix des acteurs connus qui font la série. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, aussi, autre problème, le jeu qui est bourré de DLC, des DLC cosmétiques. Voilà, vous voulez tel ou tel costume d'Invincible, faut payer. Tel costume pour une Iman, faut payer. Faut payer. Et il n'y a rien à débloquer dans le jeu. Encore, on aurait des choses à débloquer, mais alors on a des couleurs alternatives à débloquer, mais qui sont pas des couleurs qui sont dans le comics, c'est juste des palettes de couleurs un peu en mode OSEF. Donc, je suis très mitigé sur ce jeu. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Bon, du coup, oui, effectivement, on est dans du classique de chez classique, quoi. Donc, Ouais, je m'attends. En plus, j'avais quand même quelques attentes et bon, j'y ai joué en me disant bon, ouais, ça va être à la limite comme Mortal Kombat, mais est-ce que c'est mieux que Mortal Kombat 1 qui se fait quand même tailler en ce moment? Je suis pas sûr. Mortal Kombat 1, malgré tout, a plus de contenu sur sa version de base. Vous en faites ce que vous voulez. En plus, Mortal Kombat, alors on enregistre cette émission, il est en promo sur le Epic Game Store, il a même pas 10 €. Invincible Versus, c'est pas 10 € que vous allez le payer. Je vous donne ces infos-là, après vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que ce jeu est aussi gore que la série animée, du coup Ça, par contre, c'est bien. Oui, il y a du gore, ça charcute. Quand vous finissez un adversaire sur un coup spécial, il est déchiqueté, sa tête explose, il est démembré. Ah oui. Au moins, pour le côté gore, c'est fun. Mais bon, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Non. C'est du très, très classique. Et on va du coup finir par notre ami Spider-Man. Étant donné que j'ai ressorti ça parce que quelque chose est sorti sur Amazon. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'était sur Amazon, ça d'ailleurs. Pourquoi il est pas sur Spider Noir, oui, pourquoi c'est sur Amazon? Parce que, en fait, j'ai regardé les crédits, c'est produit vraiment par Sony. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des petites différences. Donc, dans Spider-Man Noir et dans le film Spider-Verse, donc, où le personnage était déjà joué par Nicolas Cage, donc, c'est Peter Parker qui est Spider-Man Noir. Dans la série sur Amazon, c'est Ben Reilly qui est The Spider. D'accord. Alors, les gens se posent la question. Visiblement, prenez ça avec des pincettes malgré tout de ce que j'ai pu déterrer. Visiblement, c'est parce qu'il y a des clauses de contrat hyper strictes entre Sony et Marvel sur l'utilisation du personnage de Peter Parker Spider-Man. Alors apparemment, Peter Parker, dans les adaptations, n'a pas le droit de picoler, de fumer, de tuer des gens ou de leur faire vraiment très mal. Dans Spider Noir, Nicolas Cage qui joue Spider-Man, en fait c'est Philippe Marlowe dans une nouvelle de Chandler ou dans une version cinéma avec Bogart. C'est-à-dire c'est quand même un gros loser, il picole, il se torche la gueule, il fait n'importe quoi, il clope.
Puis ça le dérange pas forcément de tuer quelqu'un si nécessaire ou de faire tuer des gens si ça va dans son sens. Vous voyez la fin de l'épisode 3 pour ça. Voilà, je vous spoil pas. Mais autant dire que c'est un personnage à la morale un petit peu flexible. Forcément, c'est un univers de séries et de films noirs. Donc ça peut pas être le Spider-Man tout mignon. Et dans le comics de David Hein et de Sapolsky, c'était pas un Peter Parker tout mignon non plus. Il y a des trucs, c'est assez gore. Oncle Ben, il se fait littéralement bouffer par le vautour qui est un cannibale. Spider-Man, il tue quelqu'un quand même de sang-froid avec une arme à feu, oui, parce que aussi Spider-Man noir utilise un revolver, aussi dans la série, voilà, donc c'est pas... ça a rien à voir, c'est vraiment une réinterprétation dans un univers de films noirs. Et donc la série originale a été parue en, je sais pas si tu te souviens, en 2008. Oui. Et donc là-dedans, dans ce Marvel Deluxe, donc on a les deux séries originales, parce qu'il y a eu 2 volumes, plus les Spider-Verse que je n'aime pas beaucoup personnellement, mais bon, ça, moi j'aime pas les Spider-Verse, donc, mais ça, encore une fois, c'est une question de goût. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Ouais, encore Benji à la trad, il est partout en ce moment. Mais c'est une réinterprétation assez intéressante. Alors, est-ce que c'est intéressant par rapport à un Batman qui, lui, vient vraiment de ce genre d'univers ? Écoutez, je vous laisse lire ça et le découvrir. Mais en tout cas, la série télé, malgré les petits changements, alors j'en suis à l'épisode 4, donc 5, je suis à l'épisode 5, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, sachant que je la regarde en noir et blanc, je la regarde pas en couleur. J'attends vraiment de voir la fin pour avoir un avis définitif, mais pour l'instant, c'est plutôt chouette. Nicolas Cage, comme d'hab, il est très bon là-dedans. On voit bien où sont ses influences. C'est bien. Voilà. C'est bien. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, si j'en dis trop sur un truc, je vais spoiler, comme les gens aiment pas les spoilers, Oui. moi je m'en fiche un peu, mais les gens aiment pas les spoilers, donc... En tout cas, si vous aimez tout ce qui est les univers de romans noirs, de films noirs, vous devriez aimer. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, est-ce que c'est une bonne adaptation du comics de Hein et de Sapolsky ? Alors, pas vraiment. Ça reprend le contexte, c'est-à-dire la Grande Dépression, début des années 30, mais c'est complètement différent. Encore une fois, c'est pas Peter Parker, c'est Ben Reilly. Black Cat, donc qui apparaît dans les deux, dans la série et dans le comic, c'est pas du tout le même personnage. Là, c'est vraiment, on peut pas parler d'adaptation. Ils ont vraiment fait autre chose sur la série sur Amazon. C'est différent. Le contexte est là, mais pour l'instant, c'est à peu près tout. Sachant que Spider-Man noir, donc il y a eu ces 2 numéros originaux, il y en a eu un il y a quelques années qui a été fait par je sais plus quel scénariste, et il y a eu celui de, j'allais dire McFarlane, n'importe quoi. Pas McFarlane, c'est Savage Dragon. Arsène. Ouais, Larsen, voilà, merci. Je commence à avoir des trous de mémoire, c'est la fatigue. Il y a Eric Larsen, donc, qui a écrit une mini-série Spider-Man noir qui a été déjà publiée en VO et qui va paraître chez Panini dans pas très longtemps. Donc, autant dire que le personnage, il y a un engouement autour de ça en ce moment. Alors, rappelons, pour la petite histoire, qu'il a été co-créé quand même par un Français, par un Frenchie. Oui, Sapolsky, qui est connu chez nous pour avoir fondé le magazine Comic Box. Ouais. Depuis la fin, est parti aux États-Unis. Il a notamment une maison d'édition, Square, assez dynamique, voilà. Il publie des comics. Donc, notamment... Des traductions, il traduit aussi des œuvres françaises en anglais. Oui, aussi. Voilà, donc... et il a donc ce fameux crédit d'avoir co-créé Spider-Man noir, qui effectivement fait son petit bonhomme de chemin pour un... C'est quand même un beau parcours de 2008 d'en être arrivé à là aujourd'hui. Puis bon, franchement, on va pas se priver si la série Amazon est bien jusqu'à la fin de se priver du truc parce que c'est pas Peter Parker, c'est Ben Reilly, ceci, cela. Franchement, moi, jamais j'aurais cru voir Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man. Non. Et pourtant, il est bon. Voilà, Ouais, donc, pourquoi se priver ?
Bah, tu sais, on a failli l'avoir en Superman. Oui. Ouais, projet avorté de Tim Burton. Bah, c'est pas grave, au moins il aura joué Au Spider-Man. moins, il aura joué Spider-Man. Oui, parce que Cage est un grand fan de comics, hein, il faut le rappeler. Oui, ah oui. Il collectionne, je crois qu'il... Alors peut-être plus maintenant, je sais plus, mais pendant un temps, il était l'heureux propriétaire d'un Action Comics numéro 1. Il a dû le revendre. Il a dû le revendre, je pense aussi, oui. Pour payer ses dettes, oui. Et son fils s'appelle Kal-El. Son fils s'appelle Kal-El. À la base, bon, récemment, ça a défrayé l'actualité. Il a légalement changé de nom, mais à la base, son nom, c'est Nicolas Coppola. Le neveu de Francis Ford. Il est Ford. le neveu, je crois, de Francis Ford Coppola. Voilà, exactement. Et Cage, c'est pour Luke Cage. C'est vrai, c'est ça. Ah oui, parce que... c'est un... Cage, donc, qui va aussi revenir dans Daredevil Born Again l'année prochaine. C'est un vrai, c'est un pur, c'est un dur. Hein. Effectivement, je pense qu'il doit être assez content de pouvoir faire vivre un projet comme ça. Ça se voit en interview. Enfin, tu l'écoutes, je les ai regardés. Il est super heureux et tu vois que c'est sincère. Tu vois que c'est vraiment sincère. Il est heureux de participer à un projet qui lui permet de faire des références, de faire connaître un petit peu le film noir à de plus jeunes générations, en même temps de jouer Spider-Man, de faire vivre le comics. Ils étaient tous aussi sincères que Nicolas Cage, contrairement à certains, et bon, je vais pas donner de nom, mais s'ils étaient tous comme Nicolas Cage, je pense qu'il y aurait beaucoup de meilleurs films de comic book au cinéma. C'est fort possible, oui. Ça fait une belle conclusion, je trouve. Exactement. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, du coup, vu que c'est l'émission du mois de juin. Est-ce qu'on en fera pendant les vacances ou est-ce qu'on se retrouve en septembre? Je ne sais pas encore. En tout cas, on se retrouvera, c'est sûr. Oh, oui. Sauf si une météorite ou Galactus nous a avalé, je ne sais pas. Ou Trump. On verra bien. Trump, oui. Bon, il sera peut-être dégagé avant, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Oui, on verra bien. On verra bien. Bon, allez, bisous tout le monde. À bientôt. Salut, ciao.